Un incident inattendu se produisit en l'absence du traducteur, conduisant la femme de ménage à se proposer pour la traduction. Émilie Dubois sentit son cœur battre la chamade en entendant les voix s'élever du fond de la salle de conférence. Elle poussait son chariot de nettoyage à travers le couloir du 22e étage de Laurent et Associés, l'une des plus grandes sociétés d'import-export de la capitale française. Jamais elle n'aurait pu anticiper que les quelques minutes à venir allaient bouleverser le cours de son existence. Et c'est proprement inadmissible, juste aujourd'hui, de tous les jours, s'écria une voix masculine pleine de fureur derrière la porte vitrée. Émilie immobilisa son chariot. Ses 3 années de service ici lui avaient appris à reconnaître la voix de Philippe Laurent, le PDG de l'entreprise, dont le désarroi était une chose d'une extrême rareté. « Monsieur Laurent, j'ai contacté toutes les agences de traduction de la ville. Aucune ne peut nous envoyer un professionnel à la dernière minute », demanda Marine, la secrétaire exécutive d'une voix tremblante. Émilie s'approcha discrètement de la porte. À travers le verre, elle apercevait une vaste table ovale entourée de cadres en costume raffiné. En face d'eux, 5 individus japonais manifestement impatients étaient assis impassibles. Cette négociation porte sur 80 millions d'euros, poursuivit Philippe Laurent, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Si ce contrat nous échappe, l'entreprise pourrait sombrer. La femme de ménage observa la détresse sur le visage du dirigeant. Elle connaissait bien ce sentiment, cette même angoisse qui l'étreignait chaque jour lorsqu'elle se levait à 4 heures du matin, se demandant si ses économies lui permettraient de tenir jusqu'à la fin du mois. Qu'allons-nous faire ? Ils ont fait le voyage depuis le Japon pour cette seule réunion, murmura Nicolas, le directeur financier. Émilie inspira profondément. Elle hésita un bref instant avant de toquer délicatement à la porte vitrée. Tous les regards se tournèrent vers elle et un silence absolu s'installa dans la pièce. Philippe Laurent ouvrit la porte, l'impatience se lisant sur son visage. « Émilie, ce n'est pas le moment pour le nettoyage. Nous faisons face à une situation d'urgence, dit-il, s'efforçant de rester courtois malgré son agitation. Je suis au courant, monsieur Laurent, je vous ai entendu parler du traducteur, répondit-elle d'une voix à la fois calme et résolue. Je peux vous être utile. Un rire nerveux parcourut la pièce. Certains cadres échangèrent des regards dubitatifs. Émilie, nous vous remercions de votre sollicitude, mais nous avons impérativement besoin d'un traducteur professionnel en japonais, expliqua Marine, arborant un sourire contraint. Je parle japonais, annonça Émilie sans détour. Un silence encore plus profond s'abattit sur la salle. Philippe Laurent la considéra plus attentivement, comme s'il la voyait pour la première fois en 3 ans. « Comment ça, vous parlez japonais ?» demanda-t-il, incrédule. Émilie s'adressa directement aux investisseurs japonais, prononçant quelques phrases dans un japonais d'une fluidité parfaite. Les 5 hommes se regardèrent, surpris, et répondirent avec enthousiasme dans la même langue. Les mâchoires de la quasi-totalité des personnes présentes tombèrent. Philippe Laurent resta sous le choc pendant plusieurs secondes. « Qu'est-ce que vous leur avez dit ?» s'enquit le PDG, s'efforçant de digérer la scène qu'il venait d'observer. « Je leur ai expliqué que je suis une employée de l'entreprise et que je pouvais assister à la traduction en attendant que vous régliez le problème, répondit Émilie, conservant son calme en dépit de tous les regards braqués sur elle. L'un des Japonais s'exprima dans sa langue maternelle et Émilie traduisit immédiatement. « Monsieur Tanaka se dit impressionné par ma maîtrise de la langue et si vous l'acceptez, ils sont prêts à commencer la réunion. » Philippe Laurent jeta un coup d'œil aux autres cadres qui paraissaient tout aussi déconcertés que lui. La situation était sans précédent, mais il n'avait aucune autre option. « Émilie, êtes-vous absolument certaine de pouvoir y arriver ? Cette réunion est d'une importance capitale, insista-t-il en la regardant droit dans les yeux. « J'en suis pleinement certaine, monsieur Laurent, répondit-elle avec une assurance qui en surprit plus d'un. Monsieur Laurent, avec tout le respect que je vous dois, nous n'avons aucune idée du niveau de japonais d'Émilie. C'est un risque considérable de confier une négociation de cette ampleur à une personne sans référence. » Chuchota Cécile, la directrice des ressources humaines, essayant d'être discrète. Émilie entendit la remarque mais ne laissa transparaître aucune irritation. Elle était habituée à ce type de réaction. « Je comprends parfaitement votre inquiétude, madame. Si vous le permettez, je pourrais réaliser une traduction test d'un document technique, proposa-t-elle. Nicolas, lui, tendit un contrat complexe sur l'importation de matériel électronique. Émilie le parcourut quelques instants avant de le traduire en japonais, employant des termes techniques d'une précision qui ne manqua pas d'impressionner les investisseurs.
Un des Japonais posa une question pointue sur les réglementations douanières et Émilie ne se contenta pas de traduire. Elle offrit des explications détaillées démontrant une connaissance approfondie du commerce international. « Comment se fait-il que vous ayez une telle expertise en import-export » demanda Philippe, de plus en plus intrigué. « Je suis attentive quand je nettoie les bureaux, j'écoute les réunions depuis 3 ans » répondit Émilie, préférant ne pas en dire trop sur son passé. La réunion débuta et Émilie s'installa aux côtés de la table, traduisant chaque mot avec une exactitude impressionnante. Elle ne se limitait pas à la conversion des mots, elle saisissait les subtilités culturelles et fournissait des éclaircissements contextuels lorsque cela s'avérait nécessaire. Au cours de la présentation des chiffres de l'entreprise, Émilie décela une erreur significative dans les données financières présentées par Nicolas. Une décimale incorrecte sur les valeurs en yens créait une divergence de plusieurs millions d'euros. « Monsieur Nicolas, permettez-moi de vous interrompre poliment », déclara Émilie. « Il semble y avoir une erreur de conversion, vous parlez de 300 millions de yens, mais le document indique 30 millions. » Nicolas vérifia rapidement et son visage devint livide. Si l'erreur n'avait pas été repérée, l'entreprise aurait essuyé une perte colossale. « Émilie, je vous remercie d'avoir signalé cela, vous avez sauvé la négociation », dit-il avec un soulagement évident dans la voix. Les investisseurs japonais furent non seulement impressionnés par la maîtrise linguistique d'Émilie, mais également par ses connaissances techniques et son sens du détail. Durant la pause café, Cécile prit Émilie à part. « Émilie, il faut que je sache, où avez-vous appris le japonais ?» demanda-t-elle avec une curiosité sincère. « C'est une longue histoire, Madame Cécile, » répondit Émilie, évitant les détails. « Vous avez une formation en traduction ?» insista la directrice des RH. Émilie hésita un instant avant de répondre. « J'ai déjà étudié les langues, oui. » Cette réponse évasive ne fit qu'attiser la curiosité de Cécile, mais Émilie s'éloigna avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. La réunion se poursuivit pendant 2 heures supplémentaires. Émilie traduisit des échanges complexes sur la logistique, les contrats d'exclusivité et les projections de marché. Sa prestation fut impeccable. À la fin, les Japonais se montrèrent manifestement satisfaits. Le chef de la délégation prononça un discours saluant l'entreprise et en particulier la qualité de la traduction. Monsieur Tanaka a dit qu'il a rarement rencontré un traducteur possédant une telle compétence à la fois technique et culturelle. Il souhaite savoir si vous travaillez exclusivement pour Laurent et associés, traduisit Émilie. Philippe Laurent la regarda avec l'expression de quelqu'un qui réévaluait complètement son employé. Dites-lui que vous êtes notre traductrice officielle, dit-il, improvisant sur le champ. Émilie traduisit le message et les Japonais semblèrent comblé. Après le départ des investisseurs, Philippe Laurent demanda à Émilie de rester. « Émilie, les mots me manquent pour vous remercier. Vous avez sauvé notre entreprise aujourd'hui, » dit-il, visiblement ému. « J'ai simplement accompli mon travail, monsieur Philippe, » répondit-elle. « J'ai une proposition à vous faire. Que diriez-vous de devenir notre traductrice officielle ? Je pourrais tripler votre salaire, » proposa-t-il. Émilie resta silencieuse quelques secondes. L'offre était alléchante, mais elle secoua la tête pour signifier son refus. « Je vous remercie pour cette proposition, mais je ne peux pas l'accepter, » dit-elle. « Comment ça, vous ne pouvez pas accepter ?» s'étonna Philippe Laurent, surpris par son refus. « J'ai d'autres engagements, je dois conserver mon emploi du temps actuel », expliqua Émilie sans entrer dans les détails. Son refus laissa tous les occupants de la pièce perplexes. Quel genre d'engagement une femme de ménage pouvait-elle avoir qui serait plus important qu'un triplement de salaire ? Cécile décida de mener l'enquête. Les jours suivants, elle observa discrètement les horaires d'Émilie. L'employé arrivait invariablement à 4 heures du matin et ne partait qu'à 22 heures, soit 10 heures de travail par jour. « Marine, savez-vous ce qu'Émilie fait après son service ?» demanda Cécile à la secrétaire. « Aucune idée, elle est extrêmement discrète », répondit Marine. Nicolas était également curieux. Lors d'une discussion dans l'ascenseur, il tenta de sonder Émilie sur ses connaissances. « Émilie, avez-vous étudié la gestion ? Hier, vous avez fait preuve d'une grande connaissance du commerce international, » commenta-t-il. « J'ai juste prêté attention lors des réunions, » répondit-elle, évitant le sujet. Mais Nicolas n'était pas convaincu. Il demanda à Marine d'effectuer des recherches discrètes sur le passé d'Émilie. Pendant ce temps, Sylvie, la superviseuse de l'équipe de nettoyage, était contrariée par toute l'attention qu'Émilie recevait. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 15 ans et n'avait jamais bénéficié d'une telle reconnaissance.
Maintenant qu'elle joue les traductrices, elle veut se sentir importante, marmonna Sylvie aux autres femmes de ménage. Le lendemain, Sylvie commença à créer des difficultés pour Émilie. Elle lui doubla ses tâches et l'envoya nettoyer les toilettes du sous-sol, les plus insalubres du bâtiment. « Sylvie, pourquoi avez-vous modifié mon emploi du temps ?» demanda Émilie. « Parce que c'est moi qui commande ici. Traductrice ou pas, tu restes une femme de ménage », répondit Sylvie d'un ton provocateur. Émilie accepta les tâches supplémentaires sans se plaindre, mais l'effort accru la fatiguait visiblement. Pendant le déjeuner, elle s'assit avec Jean et Françoise, des collègues du nettoyage qui avaient toujours été aimables avec elle. « Émilie, Sylvie est injuste avec toi, remarqua Jean. « Laisse tomber, Jean, je ne veux pas d'histoire, répondit Émilie. Mais ce n'est pas juste, tu as rendu service à l'entreprise et maintenant on te punit, insista Françoise. Jean baissa la voix et demanda « Émilie, je peux te poser une question? Où as-tu appris toutes ces langues ?» « Comment ça, toutes ces langues ?» demanda Émilie surprise. « Eh bien, l'autre jour, je t'ai entendu parler espagnol avec les livreurs. La semaine dernière, tu as échangé quelques mots avec ces clients perdus en italien, » expliqua Jean. Françoise ajouta « Et quand ces Chinois du service administratif sont venus, tu leur as aussi parlé. » Émilie comprit qu'elle s'était plus dévoilée qu'elle ne le pensait. Elle avait toujours tenté de passer inaperçue, mais de petites marques de gentillesse envers ceux qui ne parlaient pas le français l'avaient trahie. « J'aime tout simplement les langues, dit-elle, minimisant la situation. » Mais Jean et Françoise échangèrent un regard. Il était évident que l'histoire d'Émilie était bien plus complexe qu'elle ne le laissait paraître. La semaine suivante, une délégation allemande arriva de façon inattendue pour discuter d'un partenariat urgent. Philippe Laurent se souvint immédiatement d'Émilie. « Émilie, pouvez-vous nous venir en aide une fois de plus ?» demanda-t-il. « Bien entendu, monsieur Philippe, répondit-elle. La traduction en allemand fut aussi impeccable que celle en japonais. Émilie fit preuve d'une connaissance des réglementations européennes et des systèmes de qualité qui impressionna les visiteurs. Cette fois, Julien, l'assistant marketing, eut l'idée de filmer quelques extraits de la réunion pour les réseaux sociaux de l'entreprise. « Une employée aux multiples talents qui représente notre entreprise », posta-t-il sur LinkedIn. La vidéo devint virale parmi les employés de Laurent et associés. En quelques heures, tout le monde dans l'immeuble était au courant de la femme de ménage qui parlait allemand. Les réactions des collègues furent diverses. Certains félicitèrent Émilie avec une admiration sincère, d'autres commencèrent à la considérer avec une certaine méfiance, comme si elle se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. « Pourquoi n'as-tu jamais mentionné que tu parlais tant de langues ?» demanda Sandrine du service comptabilité. « Personne ne me l'a jamais demandé, répondit Émilie simplement. Mais c'est bizarre qu'une femme de ménage sache tout ça, commenta Pierre du service des ventes sans se rendre compte du caractère préjudiciable de sa remarque. Émilie perçut le jugement mais ne se laissa pas démonter. Elle était habituée à ce genre de réaction. À la fin de la semaine, un événement inattendu survint. Une fillette d'environ 10 ans se présenta à l'accueil de l'entreprise demandant à parler à Émilie Dubois. « Dites à ma maman que Sophie est là et qu'elle a besoin de lui parler de toute urgence », dit-elle à la réceptionniste. Celle-ci fut perplexe. Elle ignorait qu'Émilie avait une fille. « Émilie, il y a une jeune femme ici qui prétend être votre fille », annonça la réceptionniste via l'interphone. Émilie descendit immédiatement, manifestement préoccupée. « Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en serrant sa fille dans ses bras. « Maman, j'ai vu la vidéo. Tout le monde à l'école en parle », dit Sophie, les larmes aux yeux. « Quelle vidéo ?» demanda Émilie, ne comprenant pas. « Celle de la réunion. Ils disent que tu es une femme de ménage et que tu te donnes des airs », expliqua Sophie, visiblement gênée. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle savait que ce moment finirait par arriver. « Sophie, nous en discuterons à la maison », dit-elle, tentant de calmer sa fille. « Non, maman, ça suffit. Arrête de t'humilier », s'écria Sophie, attirant l'attention de plusieurs personnes dans le hall. Philippe Laurent, qui passait par là, fut le témoin de la scène. « Sophie, je t'en prie, calme-toi », supplia Émilie, embarrassée par la situation. « Tu as un master en linguistique, tu as été professeur à l'université. Pourquoi travailles-tu comme femme de ménage ?» hurla Sophie sans se soucier des témoins. Un silence absolu s'installa dans le hall. Philippe Laurent et d'autres s'arrêtèrent pour observer la dispute. Émilie regarda autour d'elle, voyant tous les regards braqués sur elle, et prit une décision. « Sophie, viens avec moi. Il faut qu'on parle, dit-elle en l'entraînant dans un coin plus isolé. Mais le mal était fait.
Tout le monde avait entendu qu'Émilie détenait un diplôme universitaire et avait été professeur. Philippe Laurent s'approcha doucement. « Émilie, je suis désolé d'avoir surpris votre conversation. Voulez-vous en discuter dans mon bureau ?» proposa-t-il avec bienveillance. Émilie hésita, mais comprit qu'elle ne pouvait plus échapper aux explications. « Sophie, rentre à la maison, nous en reparlerons plus tard, » dit-elle à sa fille. « Maman, je ne voulais pas t'embarrasser, je ne supporte plus de te voir souffrir, » murmura Sophie avant de partir. Dans le bureau de Philippe Laurent, Émilie fut contrainte de raconter son histoire. Émilie, ne vous sentez pas obligée de vous justifier, mais si vous souhaitez en parler, je suis là pour vous écouter, dit-il avec compassion. Émilie inspira profondément et commença. C'est vrai, j'ai un master en linguistique, j'ai enseigné à l'université en Normandie pendant 8 ans. Philippe Laurent l'écouta sans la juger. Je suis venu à Paris il y a 3 ans pour mon plus jeune fils, Julien. Il souffre d'une maladie neurologique rare qui nécessite un traitement spécialisé disponible uniquement ici. « Et pourquoi n'avez-vous pas cherché un emploi dans votre domaine ?» demanda-t-il sincèrement curieux. « J'ai essayé, mais les universités ici exigent des qualifications que je n'avais pas, des recommandations que je ne possédais plus. Le processus de sélection prend des mois et j'avais besoin de revenus immédiats pour financer le traitement de Lucas », expliqua Émilie. L'histoire prenait tout son sens pour Philippe Laurent. « Le travail de femme de ménage m'a permis d'obtenir un revenu fixe rapidement et comme je travaille la nuit, je peux donner des cours particuliers en ligne pendant la journée pour compléter mes revenus, continua-t-elle. C'est pour cette raison que vous avez refusé ma proposition de devenir traductrice, conclut-il. Exactement. Si je modifiais mes horaires, je perdrais mes élèves en ligne et mes revenus seraient au moindre à la fin du mois, expliqua Émilie. Philippe Laurent fut impressionné par sa détermination. Émilie, combien d'heures dormez-vous par jour ? demanda-t-il inquiet. Environ 4 ou 5, mais j'ai l'habitude, répondit-elle comme si c'était la normalité. Et le traitement de votre fils donne-t-il des résultats ? S'enquit-il ? Émilie hésita avant de répondre, ses mots empreints de douleur. Son état est stable, mais le médecin a dit qu'il existe une nouvelle procédure expérimentale aux États-Unis qui pourrait grandement l'aider, seulement cela coûte une fortune. Combien ? demanda Philippe Laurent. 200 000 $, répondit Émilie, comme s'il s'agissait d'une somme impossible à réunir. Philippe Laurent fit quelques calculs mentaux. Émilie, laissez-moi vous faire une proposition. Que diriez-vous si l'entreprise finançait le traitement de votre fils ? proposa-t-il. Émilie secoua immédiatement la tête. « Je ne peux pas accepter la charité, monsieur Philippe. Je vous suis déjà tellement reconnaissante pour l'opportunité de travail que vous m'avez offerte, dit-elle avec fierté. Ce ne serait pas de la charité, ce serait un investissement. Vous avez sauvé un contrat de 80 millions d'euros. Votre travail vaut cela et bien plus encore, argua-t-il. Je vous remercie infiniment, mais je ne peux pas accepter, insista Émilie. Philippe Laurent comprit qu'il s'agissait de préserver sa dignité. Les jours suivants, l'histoire d'Émilie se répandit dans toute l'entreprise. Les réactions furent variées. Certains collègues l'admiraient encore davantage, d'autres se sentaient gênés de l'avoir sous-estimée. Cécile convoqua Émilie pour un entretien au service des ressources humaines. « Émilie, j'ai pris la liberté de vérifier vos qualifications académiques. Votre CV est impressionnant, dit-elle. « Merci, Madame Cécile, répondit Émilie, ne sachant pas où cette conversation allait la mener. J'aimerais vous proposer quelque chose. Que diriez-vous si nous créions un poste spécifique pour vous, coordinatrice des relations internationales ?» offrit Cécile. « Je vous remercie, mais comme je l'ai expliqué à Monsieur Philippe, je ne peux pas modifier mes horaires, répondit Émilie. Et si nous vous offrions une flexibilité horaire, vous pourriez organiser votre emploi du temps selon vos besoins, proposa Cécile. Émilie fut surprise par cette offre. « Puis-je y réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr, mais Émilie, l'entreprise reconnaît votre valeur, nous ne voulons pas vous perdre, » dit Cécile. La même semaine, un événement inattendu se produisit. Les investisseurs japonais revinrent pour une deuxième série de négociations et demandèrent spécifiquement la présence d'Émilie pour la traduction. Ils ont dit qu'ils ont été très impressionnés par votre professionnalisme et vos connaissances techniques.
informa Philippe Laurent. Lors de la deuxième réunion, Émilie ne se contenta pas de traduire, mais participa activement aux discussions, faisant des suggestions sur la logistique et l'adaptation culturelle des produits pour le marché français. Un des Japonais posa une question précise sur les réglementations sanitaires pour l'importation de produits alimentaires et Émilie répondit avec une précision qui surprit même Nicolas, pourtant expert dans ce domaine. « Comment savez-vous autant de choses sur les réglementations sanitaires ?» demanda Nicolas après la réunion. « Avant de donner des cours de langue, j'ai travaillé 2 ans au ministère de l'Agriculture à Lyon. J'étais responsable de l'analyse des documents d'importation », expliqua Émilie. Chaque nouvelle révélation sur le passé d'Émilie montrait clairement qu'elle était bien plus qualifiée que n'importe quel poste dans l'entreprise n'aurait pu l'exiger. Nicolas eut une idée qu'il proposa à Philippe. Et si nous engagions Émilie comme consultante, elle pourrait conserver des horaires flexibles et être rémunérée par projet, suggéra-t-il. Philippe trouva l'idée intéressante. Émilie, que diriez-vous de collaborer avec nous en tant que consultante internationale ? Vous choisiriez les projets et organiseriez votre emploi du temps, proposa-t-il. Quel serait le salaire ? Demanda Émilie pragmatique. 15 000 € par projet achevé, répondit Philippe. Émilie fit un calcul mental rapide. Avec 2 projets par mois, elle gagnerait plus que son salaire actuel tout en conservant sa flexibilité. Je pourrais continuer à donner mes cours en ligne, demanda-t-elle. Bien sûr, vous seriez notre consultante, pas une employée exclusive, précisa-t-il. Pour la première fois en 3 ans, Émilie sourit avec un véritable espoir. « J'accepte la proposition », dit-elle. La transformation de la vie d'Émilie fut progressive mais constante. En tant que consultante, elle disposait de plus de temps pour se consacrer à ses cours en ligne et parvint à augmenter significativement ses revenus. Quelques mois plus tard, elle réussit à économiser suffisamment pour emmener Lucas consulter un spécialiste aux États-Unis pour sa maladie. « Maman, tu as réussi ?» dit Sophie en serrant Émilie dans ses bras lorsqu'elles apprirent que Lucas était accepté dans le programme expérimental. « Nous avons réussi, ma fille. C'était un travail d'équipe, » répondit Émilie. Philippe, ému par les progrès de Lucas, prit une décision. « Émilie, j'ai une proposition différente à vous faire. Et si nous créions un département des talents cachés au sein de l'entreprise ?» suggéra-t-il. « Comment ça ?» demanda-t-elle. « Il s'agirait d'identifier les compétences inexploitées de tous les employés. Vous seriez à la tête de ce projet, » expliqua-t-il. Émilie accepta le défi et commença à dialoguer avec les employés de tous les secteurs de l'entreprise. Les découvertes furent étonnantes. Jean, de l'entretien, avait une formation technique en électronique et aida à résoudre des problèmes récurrents sur les équipements de bureau. Françoise avait été une couturière spécialisée et créa des uniformes plus confortables pour l'équipe. Même Sylvie, qui avait été hostile envers Émilie, révéla avoir de l'expérience en organisation d'événements et commença à aider à la logistique des réunions importantes. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ces talents ?» demanda Émilie à Jean. « Parce que personne ne m'a jamais posé la question, » répondit-il, faisant écho aux mots qu'Émilie avait prononcés des mois plus tôt. Le projet des talents cachés devint l'un des plus grands succès de l'entreprise. Les employés qui se sentaient sous-utilisés trouvèrent un sens à leur travail et l'entreprise découvrit de précieuses ressources internes. Lucas répondit mieux que prévu au traitement expérimental. Après 6 mois aux États-Unis, il revint en France avec une nette amélioration de son état neurologique. « Philippe, je ne sais comment vous remercier pour tout ce que l'entreprise a fait pour nous, » dit Émilie le jour du retour de Lucas. « Émilie, vous avez transformé notre entreprise. Nous avons prouvé qu'en regardant les gens au-delà de leur poste, on peut obtenir des résultats extraordinaires. » répondit-il. L'histoire d'Émilie inspira d'autres entreprises à mettre en place des programmes similaires. Elle fut invitée à donner des conférences sur la valorisation des talents et l'inclusion en milieu professionnel. 2 ans après la première réunion avec les Japonais, Émilie était devenue l'une des consultantes les plus respectées de Paris dans le domaine des relations internationales. Sophie, qui avait d'abord eu honte du travail de sa mère en tant que femme de ménage, était désormais fière du parcours de sa famille. « Maman, tu es mon héroïne, » dit-elle le jour de son baccalauréat. « Nous sommes une famille de guerriers, ma fille. » répondit Émilie. Un lundi matin, Émilie entra chez Laurent et associé, non plus en poussant un chariot de nettoyage, mais en portant sa mallette de consultante. Dans l'ascenseur, elle croisa Jean, qui travaillait maintenant comme technicien en électronique. « Émilie, merci d'avoir cru en moi, dit-il.
Jean, le talent était toujours là. Il ne manquait qu'une opportunité, répondit-elle. En arrivant à son bureau, au 22e étage, Émilie regarda par la fenêtre et songea à son chemin parcouru. 3 ans plus tôt, elle nettoyait ces mêmes vitres, invisibles aux yeux de la plupart. Sylvie frappa à la porte. « Émilie, pourrais-tu m'aider à organiser l'événement de fin d'année ?» demanda-t-elle. Leur relation s'était grandement améliorée depuis qu'Émilie avait aidé Sylvie à trouver sa place dans l'entreprise. « Bien sûr, Sylvie, travaillons ensemble, répondit Émilie. Lors de la réunion de planification, Cécile remarqua « Émilie, vous avez engendré une révolution silencieuse ici. Les gens se sentent plus valorisés et productifs. Je n'ai fait que regarder les gens comme des êtres humains complets, pas comme de simples fonctions, expliqua Émilie. Philippe Laurent entra dans la pièce à cet instant. Émilie, j'ai reçu une proposition intéressante. La Confédération des industries SAD souhaite vous engager pour implémenter le programme des talents cachés dans les entreprises à travers tout le pays, annonça-t-il. Ce serait une formidable occasion d'aider plus de personnes, répondit Émilie, enthousiaste. Mais à une condition, vous resteriez notre consultante principale, dit Philippe Laurent en souriant. Bien entendu, Laurent et Associés sera toujours mon foyer professionnel, assura Émilie. Cet après-midi-là, Émilie reçut un appel spécial. « Maman, j'ai une surprise pour toi, dit Lucas au téléphone. « Quelle surprise, mon chéri ?» demanda-t-elle. « J'ai réussi le concours de médecine, je veux aider d'autres enfants qui ont le même problème que moi, annonça-t-il euphorique. Émilie fondit en larmes de joie. Tous les sacrifices en valaient la peine. En fin de journée, elle passa devant la salle qu'elle nettoyait autrefois. Elle était maintenant occupée par une équipe de jeunes traducteurs qu'elle avait aidé à recruter. « Bonsoir, docteur Émilie », la saluèrent-ils respectueusement. Elle se sentait encore étrange d'être appelée « docteur », mais avait appris à accepter cette reconnaissance si durement acquise. En sortant du bâtiment, Émilie rencontra Françoise, qui travaillait désormais au service de conception des uniformes. « Émilie, tu as changé la vie de tant de gens ici », dit Françoise. « Françoise, parfois les opportunités sont plus proches qu'on ne l'imagine. Il suffit juste d'avoir le courage de les révéler », répondit Émilie. 6 mois plus tard, Émilie était à Paris, présentant le programme des talents cachés à des représentants de grandes entreprises nationales. Ce que nous avons appris, c'est que chaque employé est une personne complète, avec une histoire, des connaissances et un potentiel qui vont bien au-delà de son poste, expliqua-t-elle à l'auditoire. Un participant leva la main. « Docteur Émilie, comment fait-on pour identifier ces talents cachés ?» La première règle est simple, demandez, parlez aux gens, écoutez leurs histoires, vous serez surpris par vos découvertes, répondit-elle. Après la conférence, plusieurs chefs d'entreprise l'approchèrent pour implémenter des programmes similaires. De retour à Paris, l'agenda d'Émilie débordait de consultations. Elle était devenue une référence nationale en gestion des talents et en inclusion professionnelle. À la maison, Lucas étudiait la médecine avec acharnement. Sophie avait réussi son concours de gestion et voulait suivre les traces de sa mère dans le monde professionnel. « Maman, tu as transformé notre famille », dit Sophie pendant le dîner. « Non, ma fille, nous nous sommes transformés ensemble, chaque défi nous a rendus plus forts, » répondit Émilie. 1 an plus tard, Lucas commença un stage en neurologie pédiatrique, se spécialisant précisément dans la maladie qu'il avait lui-même affrontée. « Je veux aider d'autres familles, comme la nôtre, » dit-il à Émilie. Sa passion pour venir en aide à d'autres enfants toucha profondément Émilie. Le cycle de résilience de la famille s'accomplissait. Dans l'entreprise, le programme des talents cachés avait identifié et développé les compétences de plus de 200 employés. La productivité avait augmenté, le roulement du personnel avait diminué et l'environnement de travail était devenu plus humain et plus accueillant. Philippe Laurent convoqua Émilie pour une réunion spéciale. « Émilie, j'ai une proposition qui pourrait vous paraître étrange, dit-il. « Dites-moi, monsieur Philippe, répondit-elle curieuse, que diriez-vous de devenir associé de l'entreprise ? Vous avez révolutionné notre façon de travailler, proposa-t-il. Émilie resta silencieuse un instant. « C'est un immense honneur, mais je préfère rester consultante, j'ai d'autres projets que je souhaite développer, répondit-elle. « Quel genre de projet ?» demanda-t-il intéressé. « Je veux créer une organisation qui aide les personnes dans des situations similaires à celles que j'ai vécues, des talents qualifiés qui ont besoin d'opportunités, expliqua Émilie. « Comptez sur moi comme partenaire dans cette aventure.
proposa Philippe Laurent. 2 ans plus tard, Émilie avait fondé l'Institut des talents invisibles, une organisation qui mettait en relation des professionnels qualifiés en situation de vulnérabilité avec des entreprises ayant besoin de leurs services. L'Institut aida des centaines de personnes à retrouver un emploi digne dans leur domaine de formation. Médecins immigrés, enseignants au chômage, ingénieurs en reconversion, tous trouvèrent de nouvelles opportunités grâce au programme. Sophie avait obtenu son diplôme en gestion et était devenue directrice exécutive de l'Institut. Lucas était en dernière année de médecine et avait déjà été accepté dans un programme de résidence en neurologie pédiatrique aux États-Unis. « Maman, tu te souviens quand je disais que tu t'humiliais en travaillant comme femme de ménage ?» demanda Sophie un jour. « Je m'en souviens, ma fille, » répondit Émilie. « Maintenant, je comprends que l'humiliation ne réside pas dans le travail que l'on fait, mais dans la manière dont on est traité, » dit Sophie avec sagesse. « Exactement, tout travail honnête est digne. Le problème, ce sont les préjugés des gens, » confirma Émilie. Un mardi matin, 5 ans après la première réunion avec les Japonais, Émilie entra chez Laurent et Associés pour une consultation spéciale. L'entreprise s'étendait en Asie et avait besoin de son expertise. Dans l'ascenseur, elle croisa une nouvelle employée de ménage, une jeune femme timide et mal à l'aise. « Bonjour » salua Émilie avec bienveillance. « Bonjour, docteur » répondit la jeune femme, manifestement intimidée. « Comment vous appelez-vous » demanda Émilie. « Florence » répondit-elle, surprise par cette attention. « Florence, depuis combien de temps travaillez-vous ici » poursuivit Émilie, sincèrement intéressée. « Une semaine » dit Florence. « Et que faisiez-vous auparavant » demanda Émilie. Florence hésita avant de répondre. « J'étais professeur d'anglais, mais j'ai perdu mon emploi quand l'école a fermé. » Émilie sourit. Voilà un autre talent caché qui ne demandait qu'à être découvert. « Florence, cela vous dirait que nous nous parlions après votre travail ? Il se pourrait que je puisse vous aider » proposa Émilie.